Bonjour à tous et bienvenue sur LCP, au cœur de l'Assemblée nationale où le débat sur une proposition de loi ultra sensible se poursuit. Alors le texte qui est à l'ordre du jour, c'est celui qui porte sur la fin de vie. Les députés ont voté la création d'un nouveau droit permettant d'accéder à une aide à mourir. Mais pour bénéficier de ce nouveau droit, eh bien, il faudra remplir plusieurs critères et la définition même de chacun de ces critères est très discutée dans l'hémicycle. Arguments, contre-arguments, chacun défend son point de vue sur ce sujet qui touche directement aux convictions personnelles, à l'intime et pour lequel la liberté totale de vote a été déclarée au sein des groupes politiques. D'inscrire le fait que pour pouvoir bénéficier de l'aide à mourir, il faut être âgé de 18 ans au plus et bien plus fort dans ces critères d'éligibilité. Rappelez aussi, comme ça a été dit par divers intervenants, qu'on guérit de plus en plus de cancers pédiatriques, mais aussi que l'un des enjeux, et je pense que nous en avons parlé que trop peu, c'est le développement des soins palliatifs pédiatriques qui permettront de prendre en charge de mieux en mieux les enfants. Et puis, puisque ça a été évoqué, la Convention citoyenne a, elle aussi, dans un premier temps, ouvert l'accès aux mineurs, mais après un travail de fond et une réflexion très intéressante sur ce sujet, la Convention citoyenne est revenue sous l'ouverture aux mineurs pour se dire qu'il ne fallait pas l'ouvrir aux mineurs. Et le deuxième objet de ma prise de parole, c'est bien sûr sur le critère du moyen terme. Je pense qu'il est important que nous revenions sur ce critère pour engager le process d'irréversibilité qui me semble important. Je pense que l'aide à mourir doit être ouverte lorsque la mort est là, lorsqu'il n'y a plus de solution, et donc faire écrire dans la loi que l'irréversibilité du pronostic vital me semble être un enjeu majeur pour revenir à un certain équilibre sans pour autant faire de mousse. Merci, chers collègues. Monsieur Dussoset pour le groupe Rassemblement national. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. On arrive bientôt aux premières 24 heures donc, de discussion autour de cette loi pour la création d'un droit nouveau qui est celui du droit à l'aide à mourir. C'est vrai qu'on a eu des premières 24 heures qui étaient très tournées sur des débats d'ordre philosophique ou sémantique, puisqu'on était vraiment dans l'appréciation générale de ce nouveau droit. Et là, finalement, à travers cet article 4, on arrive enfin sur la véritable réalisation de l'application de ce nouveau droit, puisqu'on va donc, cette fois-ci, parler d'un sujet brûlant et que nous devons manier avec beaucoup de précaution, puisque il sera question des critères cumulatifs. Je profite donc de cette prise de parole plus pour vous faire part d'un sentiment et surtout d'interpeller les députés qui sont favorables à la création de ce nouveau droit et dont je fais partie, pour vous appeler à la prudence sur la manière dont on va débattre et les décisions que l'on va prendre justement sur les mises à jour ou non de ces critères. Ces critères tels que nous les avons dans la rédaction actuelle de la loi, ils ont été votés à une large majorité au sein de la Commission des affaires sociales et ont réussi à trouver justement une sorte de consensus qui a permis de mettre à peu près tout le monde d'accord. Si demain et dans les prochains jours qui vont suivre, parce qu'on va rester un petit moment sur cet article 4, il y a un certain nombre de ces critères qui tombent ou qui sont trop profondément modifiés, cela pourra impacter le vote d'un certain nombre d'élus dans cet hémicycle. Donc il faut évidemment les manier avec prudence. Je pense aux critères concernant la nationalité, évidemment aux critères concernant la majorité, à la définition même de ce qu'est la souffrance, de ce qu'est le pronostic vital et la durée de son engagement. Donc grande prudence là-dessus et beaucoup de respect pour les articles et les amendements à venir. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole est à Madame Dubré-Chirat. Merci, Monsieur le Président. Ce texte est attendu par 85% des citoyens, aussi par les soignants, et il a suscité une réflexion longue et large qui nous a conduit au renforcement des soins palliatifs.
jusqu'au droit à mourir dans un continuum et dans une complémentarité. Je voudrais juste vous donner le passage d'une lettre d'une famille qui a perdu son fils de la maladie de Charcot et qui nous incite à soutenir une loi qui ouvre les deux voies essentielles, celle des soins palliatifs renforcés, accessibles, humains, et celle de l'aide à mourir encadrée, librement choisie pour celles et ceux qui en font la demande de manière éclairée et lucide. Ce n'est pas une question de facilité ni d'abandon, c'est une question de liberté, de dignité, de respect ultime pour la personne humaine. Personne ne devrait être contraint à une fin de vie qu'il juge insupportable quand il n'y a plus d'espoir ni de répit possible. Pourquoi ajouter des jours à une vie qui n'en est plus une? Donc ce texte, il a conduit à établir des critères précis qui ressemblent beaucoup à ceux d'autres pays qui exercent aujourd'hui cette aide à mourir, et des critères qui sont cumulatifs. Et ça, c'est aussi très important de considérer qu'ils sont cumulatifs et qu'ils s'adressent à des personnes malades que la maladie va entraîner à mourir. Donc, ils nous aident aussi à vérifier que ces patients sont bien correspondants à leur demande et aux critères qu'on a posés. Donc je pense qu'il faut qu'on s'y tienne. Ils ont été légèrement modifiés déjà, mais il est important qu'on les conserve le plus possible dans la description qui en a été faite. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Clouet pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes au moment où nous allons avancer vers les critères concrets permettant de réaliser l'accès à une aide à mourir, accès dont le souhait a été réitéré à plusieurs fois par l'Assemblée nationale de manière majoritaire. Et donc, des collègues vont présenter des amendements de suppression en imaginant que retirer les critères, c'est retirer le contenu, ce qui est évidemment faux. C'est simplement retarder le travail parlementaire alors qu'ils et elles sont minoritaires sur le sujet, et on est là pour en débattre. J'ai lu avec attention les amendements de suppression qui arrivent. On nous parle beaucoup de l'Oregon, de la Belgique ou de Washington. Collègues, un petit rappel, le drapeau qui est là, c'est un drapeau tricolore. On est en train, en ce moment, de créer un modèle français des soins palliatifs et de l'aide à mourir. Et il n'a jamais été question de copier-coller ce qui se passerait à l'étranger. Nous avançons vers d'ailleurs un des modèles les plus restrictifs et les plus protecteurs, et c'est très bien en la matière. Mais oui, ce n'est pas parce que, par exemple, nous voulons développer le soin palliatif en France que nous allons mimer l'organisation des soins palliatifs dans un pays étranger. Ça n'a évidemment aucun sens, donc n'appliquez pas à l'aide à mourir un raisonnement qui serait fallacieux appliqué à n'importe quelle autre politique publique. En l'espèce, les critères, rappelons-les pour que tout le monde en dehors de cet hémicycle comprenne bien. Ne serait ouverte l'aide à mourir qu'à condition qu'une personne soit majeure, soit résidente, souffre avec une souffrance à caractère insupportable ou réfractaire. J'ai vu dans un amendement de suppression, on nous disait c'est subjectif. Ben oui, par définition, puisque les gens vont demander l'aide à mourir. Donc évidemment que c'est subjectif, c'est le principe. Et cette souffrance réfractaire ou insupportable doit être liée à une affection incurable qui engage le pronostic vital. Suite aux travaux de la Haute Autorité de Santé, une proposition du gouvernement nous est venue de compléter ces conditions pour les durcir encore un petit peu plus, les préciser. Et nous voterons cette suggestion. En l'occurrence, préciser que cette maladie, cette affection, est en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible qui aggrave l'état de santé affectant la qualité de vie. Nous sommes d'accord avec cet ajout et nous le voterons. Il va compléter un des gains de la France Insoumise en commission, à savoir préciser que l'affection pouvait avoir n'importe quelle cause, donc accidentelle également. Et nous sommes heureux de pouvoir avancer là-dessus. Peut-être une seule toute demande en 5 secondes, que nous n'ayons pas d'attaque personnelle comme on peut le voir dans l'exposé des motifs de certains amendements qui critiquent des collègues pour leur appartenance à une association. Parce que s'il faut le catholique... Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de rappeler là que nous arrivons maintenant vraiment au cœur du sujet. Et rappeler le processus qui a conduit à la définition des conditions d'accès à cette aide à mourir qui résulte, rappelons-le, d'un long processus de travail. Tout d'abord, au sein de la Convention citoyenne,
puis ici même à l'Assemblée nationale sur la base d'un projet de loi proposé par le gouvernement lors de la précédente législature, qui avait conduit à un long processus de travail en commission spéciale sur ce projet de loi sur la fin de vie et enfin qui avait été débattu dans l'hémicycle et abouti à ce qui ce soir est examiné, repris par le texte déposé par Olivier Falorni et co-signé par un certain nombre d'entre nous et qui a fait l'objet aussi de ce travail au sein de la Commission des affaires sociales la semaine dernière et qui a été voté par la très grande majorité. Alors, chers collègues, vous voulez supprimer, un certain nombre d'entre vous veulent supprimer cet article. Mais maintenant qu'on a consacré dans les articles précédents et ouvert un droit à l'aide à mourir, est-ce à dire que vous voudriez qu'il n'y ait pas de conditionnalité à ce droit à mourir? C'est votre droit le plus absolu, mais je pense que c'est tout à fait contraire aux objectifs que vous poursuivez, puisque vous ne cessez de nous dire qu'il faut l'encadrer, l'encadrer et l'encadrer le plus possible. Alors moi, je voudrais aussi revenir sur ceux qui trouvent que ces critères sont flous. Peut-être rappeler que tous les pays qui ont légalisé l'aide à mourir ont en commun un socle de critères communs. 1. Être majeur. 2. Être atteint d'une affection grave et incurable. 3. D'avoir des souffrances inapaisables et que la demande soit le reflet d'une volonté libre et éclairée. Et je pense que ce que nous vous proposons là respecte ce socle commun. Enfin, nous serions le premier pays d'Europe à avoir une mesure stricte qui est l'engagement du pronostic vital en phase avancée défini comme un processus irréversible. Donc tout cela pour dire, pour ceux qui nous diraient que les choses n'étaient pas suffisamment encadrées, eh bien je crois qu'au contraire, elles le sont et elles le sont bien. Cette proposition de loi sur la fin de vie divise l'hémicycle. À gauche, on souhaite qu'il y ait plus de souplesse dans l'accès à cette aide à mourir, tandis qu'à droite, on souhaite des critères beaucoup plus stricts pour permettre d'y accéder. Bref, les députés défendent tour à tour des amendements pour exprimer leur position. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, je voudrais quand même réagir aussi à ce que vient de dire Monsieur Delotrette, dans la mesure où, évidemment, vous le savez, vous connaissez manière dont les choses se passent. Un certain nombre d'amendements sont aussi des amendements d'appel parce que, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir justement engager la discussion. Alors, en fait, cet article 4, ça a été dit, énonce les conditions d'accès, donc évidemment, à ce droit à l'aide active à mourir. Il introduit plusieurs critères en apparence restrictifs, mais qui souffrent en réalité, et c'est ça vraiment le point important, d'un certain nombre de failles majeures, aussi bien sur le plan médical que sur le plan juridique. Et je vais vous prendre deux exemples qui illustrent ça. La notion, par exemple, de phase avancée ou terminale, elle est scientifiquement floue, et d'ailleurs, c'est ce qu'indique la Haute Autorité de Santé. La phase avancée d'une affection grave peut durer plusieurs mois, voire même plusieurs années, sans que le pronostic vital ne soit nécessairement engagé à court terme. Et aucune définition claire et consensuelle ne permet d'ailleurs de l'objectiver. Dans les faits, cela ouvrirait la possibilité à une large catégorie de patients chroniques ou en situation de dépendance d'y prétendre sans limitation restrictive. C'est un premier exemple où en réalité, il y a un écart entre ce qui nous est annoncé et ce qui se passe. Deuxième exemple, la souffrance physique ou psychologique, là aussi, elle est problématique. Elle introduit, et M. Clouet, vous y faisiez référence, oui, une subjectivité qui est en fait extrême dans l'accès à une procédure létale. Or, et c'est là où je veux en venir, la souffrance psychologique, elle peut, dans un certain nombre de cas, être transitoire, liée à des épisodes dépressifs ou à des troubles mentaux pouvant être pris en charge. En l'état, le texte pourrait conduire, et ce sont des psychiatres qui nous le disent, à autoriser le suicide assisté pour des personnes atteintes de maladies psychiatriques qui sont stabilisables et traitables, ce qui va évidemment à l'encontre de toute éthique de prévention du suicide. Voilà deux exemples qui montrent qu'en réalité, il y a un écart entre ce que vous annoncez et ce qui est susceptible de se passer avec le texte. Merci, chers collègues. Nous en venons donc à l'examen des amendements de suppression de cet article 4.
Je vous indique que sur le vote de ces amendements 18 et identiques, je suis saisi par le groupe de la droite républicaine d'une demande de scrutin public. Il est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous commençons par le 18, monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, les travaux lors de l'examen du projet de loi avaient abouti en l'espace de 2 mois à 3 rédactions différentes sur les conditions d'ouverture, évidemment, de l'euthanasie ou du suicide assisté. Celle qui a été retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d'une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront considérés comme éligibles. Je viens de l'évoquer à l'instant, cela élargit évidemment considérablement le champ des patients susceptibles d'y recourir. Le diabète ou l'hypertension artérielle sont bel et bien des affections graves et incurables au sens d'inguérissables. L'effacement du critère d'engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques qui sont incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait considérées en fin de vie. Et en fait, le point sur lequel nous alertons, c'est qu'on nous a annoncé un texte de loi qui était susceptible de considérer la fin de vie. Or, là, on est dans une situation où, avec les critères tels qu'ils existent aujourd'hui, on risque de se retrouver avec, en fait, une vision qui va bien au-delà de simplement la fin de vie. Et c'est pour cela que nous disons que nous aimerions que l'on puisse justement en revenir à cette philosophie qui était celle annoncée à l'origine, mais que l'on ne retrouve pas aujourd'hui à travers les critères énoncés ici à cet article 4. Je vous remercie. Merci. Le 130, Madame de Maistre. Et merci, Monsieur le Président. Je défends cet amendement pour mon collègue Le Fur. C'est une demande également de suppression de l'article 4. Cet article énumère les conditions d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie souffrent d'un cruel manque de précision. Il est l'assemblage de formules évasives et de notions subjectives qui ne permettent pas d'encadrer précisément l'accès à l'aide à mourir. Pire, avec une telle rédaction, des personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou d'autres pathologies inguérissables seraient éligibles à l'aide à mourir alors même que leur pronostic vital n'était pas engagé. La notion de souffrance insupportable, qu'elle soit physique ou a fortiori psychologique, est éminemment subjective. Avec une telle rédaction, combien de personnes seront demain éligibles à l'aide à mourir, aide qui nous est pourtant présentée comme devant bénéficier à une minorité? Merci Madame de Maistre. Le 390, Madame Gruet. Merci Monsieur le Président. On entend beaucoup que c'est un article majeur. Je crois que chaque article aura son importance dans nos débats et dans ce texte, tout autant de la procédure, de l'analyse de ces critères. Et je vous propose qu'on les reprenne. Bien évidemment, la majorité était quelque chose d'essentiel pour nous. La nationalité française ou la résidence de façon stable et régulière évite peut-être le tourisme. On a un système et un modèle social qui peut paraître attractif au regard d'autres territoires, donc c'est intéressant qu'on soit capable de sécuriser ce point-là. Les mots ont leur importance et je dois dire que dans le troisième critère, on reprendra avec vos éléments, Madame la Ministre, mais on est quand même sur cette phase avancée ou terminale. Autant terminale, on arrive à définir les choses, autant avancée, à partir du moment où une maladie chronique grave et incurable est détectée, elle évolue forcément et dans ce cas-là, nous sommes dans la phase avancée. Enfin, sur la souffrance physique ou psychologique, sachant que nous n'imposons pas nécessairement la consultation d'un psychiatre pour être capable justement de déceler quelle est la capacité à soigner, à accompagner ces souffrances psychologiques, ça m'interroge sur le fait que ce soit ou et non et. On aura de nouveau ces discussions. Et enfin, sur le cinquième critère, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'être capable justement d'évaluer cet avis libre et éclairé, notamment sur la pression familiale, sur les abus de faiblesse qu'il peut y avoir. Vous redire, je l'ai exprimé tout à l'heure, oui, on ouvre un droit nouveau, mais il impacte nécessairement tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes seront éligibles à ces critères, on leur impose d'avoir le choix et d'avoir à choisir ce qu'ils souhaitent faire. À l'heure actuelle, si, parce qu'en fait, inconsciemment,
notre système, on est des individus, mais on vit dans un système collectif où à partir du moment où on est éligible, on peut être amené à se poser la question. Monsieur Juvin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, oui, ça a été dit, ce ne sont pas des conditions strictes, contrairement à ce qui est prétendu, et nous ne sommes pas dans des cas d'agonie souffrante. Nous sommes dans des cas d'agonie souffrante, mais nous sommes aussi, et je crois que c'est tout le sujet, aussi dans des cas qui potentiellement ont plusieurs années à vivre. Et je vous donnerai encore un ou deux exemples, celles que je le fais chaque fois, puisque nous ne sommes plus dans le débat théorique et philosophique, nous sommes désormais dans des critères pratiques. Un mot sur la souffrance physique et psychologique. Les deux sont subjectifs. Vous savez, il n'existe pas de douloromètre où on mesurerait la douleur d'une façon objective. La douleur est toujours déclarée par le patient, qu'elle soit physique ou psychologique. Et un patient qui décide de ne pas recevoir son traitement devient éligible. Si le refus de traitement est un droit, évidemment, il me semble qu'un pas est franchi avec ce texte qui est en fait une condition d'ouverture automatique à l'euthanasie si les autres critères sont remplis. Donc attention à la caractère subjectif. Je vais vous poser une simple question. Je vous ai donné plusieurs fois dans les débats des exemples de maladies. Je vais vous redonner un exemple très simple et vous me direz, Madame la Ministre, si vous considérez que les critères sont remplis. Donc prenons, il s'agit d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Donc je vous repose cette question. Est-ce qu'un patient hémodialysé 3 fois par semaine, avant de dire non, écoutez-moi, hémodialysé 3 fois par semaine ou dialysé à domicile tous les soirs, puisque ce sont en général les deux dispositifs possibles, il a une affection grave, elle est incurable, puisque même s'il est greffé, il prendra des immunosuppresseurs toute sa vie. Troisièmement, ça engage le pronostic vital parce que quand vous arrêtez la dialyse, vous mourrez en 2-3 semaines, d'hyperkaliémie en général. Et c'est par définition une maladie terminale. C'est la définition de l'insuffisance rénale chronique dialysée. C'est une maladie terminale. Donc, pardon, mais là, vous avez un exemple. Calmez-vous, laissez parler les uns et les autres. On peut n'être pas d'accord, mais écoutez mes arguments. Écoutez, c'est quand même... c'est assommant. C'est assommant. Monsieur le Président, c'est assommant. Je me fais le porte-parole d'un certain nombre de médecins qui me soumettent ces sujets. Je vous pose la question, dites-moi en quoi vous n'êtes pas couvert avec l'exemple que je vous ai donné. Au fil de la discussion en séance et des amendements déposés, la rédaction de l'article 4 évolue. Alors c'est un article clé, il fixe les différents critères cumulatifs à respecter pour pouvoir bénéficier en France demain d'une aide à mourir. Au cours de la discussion, l'idée de phase avancée d'une maladie grave et incurable a été précisée. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Le texte du projet initial de 2024 posait comme condition d'accès à l'aide à mourir le fait notamment d'être atteint d'une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Les débats en commission puis en séance ont largement assoupli cette condition. Dans la rédaction actuelle, il s'agit de permettre le recours à l'aide à mourir des stades avancés d'une maladie, c'est-à-dire alors même qu'une espérance de vie de plusieurs années ou une rémission serait encore envisageable. Si le pronostic vital de la personne doit être engagé, aucune temporalité n'est désormais requise. En l'état actuel du texte, le législateur a donc renoncé à encadrer le recours à l'aide à mourir en fonction de la durée restant à vivre. En conséquence, il ne s'agit plus d'apporter une réponse spécifique à la toute fin de vie. Désormais, l'aide à mourir est une réponse en cours de maladie, bien en amont de la fin de vie. Cette largesse signifie très concrètement que dans les moments critiques d'aggravation de la maladie, dans les moments de grande vulnérabilité de la personne malade, la possibilité d'être accompagnée et soignée va être immédiatement contrebalancée par l'alternative offerte par la loi de demander d'être assisté dans un suicide ou à être euthanasié. Afin de laisser toute sa place aux soins, afin que l'aide à mourir ne soit qu'un ultime recours quand la prise en charge, notamment palliative, ne peut plus rien pour la personne malade, notre amendement propose d'encadrer l'aide à mourir en la rendant accessible à une personne en phase terminale d'une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible. Je vous remercie, monsieur le député. Votre avis, monsieur le rapporteur ?
Merci Madame la Présidente. Monsieur Peu, vous ouvrez donc le débat sur la troisième condition d'accès à l'aide à mourir. Et cet amendement ouvre la discussion sur cet alinéa 7 que nous avons fait évoluer l'an dernier et donc qui vise désormais les personnes atteintes d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Alors nous aurons l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises et je ne ferai pas de réponse peut-être aussi détaillée pour les amendements suivants, mais je voudrais revenir une première fois sur la notion de phase avancée, notamment suite à l'avis de la Haute Autorité de Santé qui a été publié récemment et que nous attendions depuis de nombreux mois. Je rappellerai d'abord que la notion de phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, ça n'est pas une création ex nihilo de notre Assemblée nationale l'année dernière. Elle est déjà solidement ancrée dans notre cadre juridique. L'article L 1111-12 du Code de la santé publique sur la volonté des malades utilise précisément cette formulation. Il s'agit aussi d'assurer une continuité et une cohérence juridique, évitant ainsi de multiplier les notions floues ou divergentes au sein d'un même corpus de règles. Cette notion est donc, selon nous, la plus opérationnelle. En 2023, le gouvernement avait d'ailleurs publié un document qui précisait que l'aide à mourir était un acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une personne à sa demande lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale. Et donc, dans son avis rendu le 30 avril 2025, la Haute Autorité de Santé indique ceci: la phase avancée peut être définie comme l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Et donc, cette définition, elle est conforme à ce qui avait été l'esprit du législateur dans cette enceinte il y a un an, lorsque nous avions adopté la notion de phase avancée, puisque nous avions dit à l'époque, et la Haute Autorité de Santé le confirme, qu'il fallait privilégier un critère qualitatif sur la qualité de vie qu'il reste, plutôt qu'un critère quantitatif, c'est-à-dire sur la prédiction d'un temps qu'il resterait à vivre. Donc, je me reconnais parfaitement dans la définition de la Haute Autorité de Santé et le gouvernement proposera un peu plus tard un amendement pour intégrer cette définition et j'y serai totalement favorable. Par ailleurs, il est évidemment nécessaire de rappeler que la Haute Autorité de Santé l'a rappelé à cette occasion qu'aucun pays européen n'a reconnu un critère d'ordre temporel. Et donc, elle souligne que la notion de phase avancée n'est pas une donnée purement temporelle. Donc, pour toutes ces raisons, et parce que je considère que les décisions que nous avons prises l'année dernière au sein de cet hémicycle étaient les bonnes et qu'elles ont été confirmées par la Haute Autorité de Santé, je considère que la rédaction actuelle est la meilleure écriture possible. Elle n'enlève pas, évidemment, la dimension subjective de toute médecine humaine, de toute relation entre un médecin et un malade, mais ce cadre, cette notion, me semble la plus adaptée et c'est pour cela que je m'opposerai à cet amendement qui remet en cause quelque part cet équilibre patiemment tissé, créé et conforté, confirmé récemment par la Haute Autorité de Santé. Donc avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Je vais me permettre de prendre un peu de temps, comme vient de le faire le rapporteur, pour effectivement replacer le contexte. Nous le savons, c'est un alinéa extrêmement important puisqu'il précise que la personne malade doit être atteinte en l'état du texte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Le débat qui nous avait occupé l'année dernière était cette notion de court ou moyen terme, chacun reconnaissant que la notion de court terme était quelque chose qui était à peu près identifiable, et je pèse mes mots en disant ça, mais qu'en revanche, la notion de moyen terme était une notion qui était extrêmement difficile, voire impossible à définir, d'autant
que l'ensemble des professionnels le mettaient en avant. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais pris l'engagement de continuer à travailler sur le sujet. J'ai donc saisi la Haute Autorité de Santé qui a rendu un avis au mois d'avril dernier, après avoir mis en place un groupe de travail composé d'experts, de différents professionnels de santé, d'associations d'usagers, j'insiste sur ce point, qui s'est réuni pour la première fois en janvier 25. Et ce travail a été fondé sur la méthode de la Haute Autorité de Santé, j'ouvre les guillemets, recommandations pour pratiques cliniques, basées sur une analyse de la littérature existante, sur plusieurs auditions d'experts français et internationaux de différentes disciplines médicales et de sciences humaines et sociales, et enfin sur les échanges entre les membres du groupe de travail. C'est juste pour bien préciser le cadre de travail de la Haute Autorité et que chacun dispose des mêmes informations. Et la réponse très claire de la Haute Autorité, c'est que l'examen de la lecture scientifique a démontré qu'il n'existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à moyen terme, ni sur la notion de phase avancée, lorsqu'elle est envisagée dans une approche individuelle de pronostic temporel. La notion d'engagement de pronostic vital à moyen terme n'est pas réductible à une pathologie ou à des scores pronostiques. Le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des malades, mais au moins également de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs, symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux, en respectant le consentement libre et éclairé au traitement et aux soins proposés. Et donc, à partir de là, le groupe de travail a mis en place plusieurs éléments qui ont été l'analyse de la littérature médicale sur la fiabilité insuffisante à l'échelle individuelle, le regard sur la singularité de chaque situation avec les outils pronostiques, questions surprises, échelle pronostique utilisée en soins palliatifs, de façon à estimer, ce qui permet d'habitude d'estimer un horizon temporel à l'échelle d'une maladie, mais, et c'est le point important, pas à l'échelle d'une personne malade. Et donc, de tous ces travaux, avec ensuite des biais subjectifs sur l'évaluation temporelle du pronostic vital, la Haute Autorité de Santé a considéré qu'il fallait appréhender les demandes d'aide à mourir dans le cadre d'un processus délibératif, structuré et pluridimensionnel, considérant que dans le cadre d'une maladie incurable, il convient de souligner que la notion de phase avancée n'est pas une durée purement temporelle, en ce sens qu'elle ne renvoie pas à l'échéance du décès, mais à la nature de la prise en charge qu'appelle l'histoire d'une maladie et donc au parcours singulier du patient. La phase avancée peut être définie, et c'est là, mesdames et messieurs, que j'appelle votre attention, comme l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Alors une notion est au cœur des échanges dans l'hémicycle, la notion de souffrance psychologique. C'est une notion subjective, très difficile à définir. Les députés de droite et ceux d'Éric Ciotti ont déposé moult amendements. Ils craignent qu'en incluant ce critère dans la future loi, si elle est votée, le législateur n'ouvre la voie à de possibles dérives. Leurs amendements ont tous été rejetés, mais les députés ont précisé les choses. On revient sur cette notion de souffrance psychologique. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, effectivement, mais toutefois l'ouverture de l'euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait insupportable risque de donner lieu à de nombreuses dérives, puisque lorsque nous avons réalisé les auditions dans le cadre en amont de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, on sait très bien la difficulté que nous avons à apprécier l'intensité de la souffrance psychologique. Celle-ci est extrêmement difficile à évaluer. Alors je me réjouis, Madame la Ministre, que vous nous disiez qu'une consultation psychiatrique pourra intervenir, parce que ça me paraît effectivement très important. Le risque aurait été d'euthanasier des personnes qui souffrent par exemple de dépression et qui auraient en réalité besoin d'une prise en charge adaptée. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour l'amendement suivant, le 135, Madame de Maistre.
Même idée sur l'appréciation du critère psychologique. Donc cet amendement demande la suppression de ce terme, cette notion étant inadaptée en ce qu'elle est propre à chacun et souvent liée à des facteurs multiples. Aussi, ouvrir l'aide à mourir aux personnes qui présentent des souffrances psychologiques ouvre la voie à de possibles abus de faiblesse. C'est pour cette raison qu'il est proposé donc de supprimer cette référence. Merci. L'amendement suivant n'est pas défendu. Pour l'amendement 1051. Défendu. Très bien. Monsieur Benz pour le 1266. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, tout à l'heure, vous nous disiez que nos amendements de changement entre le « ou » et le « et » étaient de nature à créer une confusion. Pas du tout, bien au contraire. On essaye, ligne par ligne, si je puis dire, de clarifier et bien sûr de restreindre au même moment. Vous le disiez, je ne refais pas le débat, mais entre terminale ou avancée, ça change tout, mais une phase terminale est bien une phase avancée en l'occurrence. À chaque fois, en fait, c'est un changement majeur qui concerne l'interruption de la vie en fin de vie. Deux lettres qui, à chaque fois, finalement, changent tout le texte. En l'occurrence, dans l'alinéa précédent, on a maintenu le « ou » et on en fait donc un texte permissif qui induit une chose simple, c'est que les autres garde-fous, finalement, sont secondaires. Entre souffrance physique ou psychologique, on vous propose de supprimer le « ou » et le « ou psychologique, parce que je ne connais pas de maladies graves et incurables avec de graves souffrances physiques qui n'auraient pas de souffrances psychologiques. Les souffrances psychologiques, elles sont naturelles, logiques, mécaniques, automatiques, j'ai envie de vous dire. Donc là, simplement, pour éviter encore un élargissement des critères d'accès, on vous propose de supprimer le « ou » psychologique. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour l'amendement 1322, Monsieur Verny. Oui, merci Madame la Présidente. Avec cet amendement, je propose de supprimer les souffrances psychologiques du recours à l'aide à mourir. Car c'est ici que se joue une ligne rouge capitale. Si nous incluons la souffrance psychologique dans les critères d'accès à l'aide à mourir, alors nous ouvrons la porte à une subjectivité dangereuse, à des situations difficilement évaluables et à des décisions dont le fondement médical est fragile, voire instable. La souffrance psychique est bien réelle, mais elle est, par nature, évolutive, souvent réversible, intimement liée à l'environnement social, au vécu, à la solitude. Elle relève d'un accompagnement psychothérapeutique, psychiatrique, humain, et pas d'un geste létal. Car dans bien des cas, ce n'est pas la maladie qui pousse à demander la mort, mais le désespoir. Et ce désespoir, on peut et on doit y répondre autrement. Inclure la souffrance psychologique dans ce texte, c'est ouvrir la voie à des dérives déjà observées ailleurs, où des personnes atteintes de dépression, de troubles anxieux, voire de fatigue de vivre, se sont vues accorder l'euthanasie. Ce n'est pas ce que les Français attendent, et ce n'est pas ce que la médecine peut cautionner. L'aide à mourir, si elle doit exister, ne peut répondre qu'à des situations médicales extrêmes, objectivables et sans alternative. La souffrance psychique, aussi profonde soit-elle, relève d'un autre devoir, celui de la présence, du soin et de l'attention. Merci. Qu'au moindre doute, je ne vois pas un médecin prendre à la légère une décision s'il y avait la moindre possibilité de guérir cette souffrance psychique. Vous prenez les médecins pour qui, quand même? Ils ont une vocation, tout leur travail est fondé sur soulager, accompagner le patient. Vous croyez qu'au moindre doute collégial, puisqu'il y a une collégialité soulevée, ils ne prendraient pas toutes les dispositions pour voir un psychiatre, un psychologue, pour aller au fond des choses? Non, moi je ne le conçois pas, mesdames et messieurs. Moi je crois qu'ils savent prendre leurs responsabilités et que donc toutes les procédures que nous mettons en place, parce que vous le voyez, dans l'article suivant, il y a une procédure, il peut même le pousser à aller voir des psychologues, des psychiatres. Donc il y a une vraie responsabilité du médecin quand même là-dedans, qui ne prendra pas la décision à la légère, je ne le conçois pas. Je vous remercie. Madame Mélin pour le... Merci Madame la Présidente. Monsieur Lozana, j'ai entendu votre interrogation. Sachez quand même qu'en Belgique, il y a 2 ans, une jeune fille de 23 ans qui avait un syndrome post-traumatique suite aux attentats de Bruxelles a demandé qu'on mette fin à sa vie et on lui a accordé. Donc cela peut se voir.
Certes, la Belgique a de l'avance sur nous. Nous parlions de fils conducteurs et de portes ouvertes. Et bien évidemment, dans le cas des 6% de décès au Canada par un processus de fin de vie artificielle, eh bien, il y a forcément de la souffrance psychique et psychologique. Pour tout ça, oui, il y a des souffrances très profondes. Mais dans le cadre de syndrome post-traumatique, par exemple, il est constant de dire qu'ils sont curables. Pour cela, bien entendu, on ne peut pas ouvrir les portes. Nous vous disons qu'attention, le pied dans la porte va être ouverte. Merci, Madame Lernos, pour le... Merci, Madame la Présidente. À l'évidence, ces amendements sont des amendements qui ne portent pas réellement sur le fond, mais qui font purement de l'obstruction. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ici, on parle, je suis désolée, mais dans les argumentaires qui ont été développés, on fait croire qu'on ouvre aujourd'hui l'aide active à mourir aux affections uniquement psychologiques. C'est faux et chacun le sait. Ce sont des souffrances physiques ou psychologiques, et je reprends les propos du rapporteur où il ne faut pas hiérarchiser entre les souffrances physiques et psychologiques, ce que certains de vos amendements font, et il ne faut pas prétendre qu'on est sur une supposée dérive ou qu'on est en train d'ouvrir l'aide active à mourir aux patients qui seraient atteints uniquement d'une maladie psychologique. Ça n'est pas le cas de la législation et du cadre législatif duquel nous débattons aujourd'hui. Oui, ce droit est ouvert dans d'autres pays, mais dans d'autres pays, on parle de dépénalisation, et aujourd'hui, en France, on est sur la légalisation et un droit à l'aide active à mourir, ce qui est fondamentalement différent dans la conception de la loi. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste sur le débat et ne faites pas penser ou ne faites pas peur en laissant penser que par l'introduction de souffrances physiques ou psychologiques, on ouvrirait ce droit uniquement aux malades atteints d'une pathologie uniquement psychologique. Je vous remercie. Donc j'ai pris 2 contre ces amendements. Un pour Madame Cornelou ou Monsieur Juvin au choix. Mais merci Madame la Présidente. Écoutez Madame, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que, je reprends cet exemple, un schizophrène. Attendez. Un schizophrène qui fait de multiples tentatives de suicide, c'est une maladie grave. La schizophrénie, pardon, c'est incurable. Enfin, Madame, si vous avez trouvé le traitement pour guérir la schizophrénie, publiez le traitement, publiez-le. Vous confondez incurable et intraitable. La schizophrénie, ça se traite, c'est vrai. Mais incurable, ça ne se guérit pas. Incurable, c'est qui ne se guérit pas. Une schizophrénie, c'est incurable, malheureusement, aujourd'hui. C'est grave. Ça peut engager le pronostic vital si on fait des tentatives de suicide multiples, et malheureusement, ça arrive. Et il peut avoir uniquement des souffrances psychologiques insurmontables, et c'est même malheureusement assez fréquent. Ça répond à tous les critères. Donc oui, dans certains cas, la schizophrénie pourra être intégrée dans les critères. Je vous remercie, Madame la Ministre, et ensuite nous passerons au vote sur ces séries d'amendements. Mesdames et Messieurs les députés, je crois que jusqu'à maintenant, nous avions pu travailler au fond sur un sujet qui est un sujet extrêmement lourd. Chacun dans cet hémicycle s'en rend compte. Pour autant, je voudrais rappeler qu'il faut être atteint d'une affection grave, incurable, avec un pronostic vital engagé et disposer de son discernement. Et je pense que cet élément du discernement est un point absolument majeur. Donc, je pense qu'il est important que nous arrêtions de jeter les peurs, de parler d'affections importantes, certes, mais sans aucun dossier. Nous ne sommes pas là pour examiner des dossiers de patients. Nous sommes là pour écrire un texte de loi avec des critères qui doivent être pris les uns avec les autres, puisque c'est de cela dont il s'agit. Et il me semble que c'est un point très important de réflexion au moment où nous sommes de ce texte. Donc je le rappelle, Mesdames et Messieurs les députés, une affection grave, incurable, un pronostic vital engagé, un discernement de la part du patient qui est vraiment un point majeur, et enfin une demande du patient. Donc ne commençons pas à laisser entendre que nous pourrions aller porter une décision pour un patient qui ne le demanderait pas. Le fondement de ce texte est une demande du patient.
Durant ces longs échanges dans l'hémicycle, les passes d'armes sont nombreuses, chacun exprimant son point de vue avec parfois des positions irréconciliables. En première ligne sur ce texte, il y a Olivier Falorni. Le sujet lui est cher, c'est le rapporteur du texte. Il répond à chaque orateur. Monsieur Juvin, vous nous aviez habitués quand même à une solidité, une cohérence. Non, mais je vais vous répondre. Non, mais je vais être sérieux. Vous me parlez de la schizophrénie. La schizophrénie n'engage pas le pronostic vital. Mais et vous persistez. Une tentative... Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? On parle d'une affection engageant le pronostic vital. Une tentative de suicide est une affection ? Mais depuis quand ? Mais vous êtes sérieux, monsieur Juvin ? Vous êtes sérieux ? Non mais... Franchement, là, je pense que peut-être il va être temps de faire une pause, mais je pense que là... Monsieur le rapporteur général, allez. Vous nous aviez habitués à des arguments qui tenaient la route, mais parler de la schizophrénie en laissant entendre qu'elle engage le pronostic vital parce qu'il y aurait eu une tentative de suicide, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vous remercie. Monsieur Pétavy. Merci, Madame la Présidente. Vous avez, chers collègues, très certainement comme moi, reçu énormément de messages de personnes en situation de handicap qui sont inquiètes justement sur ce texte. Et je crois que dans la question des directives anticipées, on a cette question du regard validiste qu'il peut y avoir sur une société. Et l'idée que l'on peut avoir de ce qui nous sera insupportable quand on est en pleine possession de ses moyens, forcément apporte un biais. C'est la raison pour laquelle je m'oppose dans ce texte à l'introduction des directives anticipées. Merci beaucoup. Madame Battistel. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Oui, effectivement, c'est un débat que nous avons eu longuement en commission, y compris en début de l'examen de ce texte. Mais pour autant, nous ne souhaitons pas renoncer à la prise en compte des directives anticipées dans ce cas de figure particulier qui nous est proposé par notre collègue Hérodi. On est bien dans une situation où la personne a une incapacité irréversible de réitérer sa demande alors même qu'elle avait dans ses directives anticipées déclaré de manière extrêmement précise sa volonté. Et dans ce cas de figure, on considère que c'est vraiment un amendement de repli par rapport à ce que nous souhaitions tout au début. Mais vraiment, nous considérons que cette situation doit pouvoir être prise en compte. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Simplement deux éléments. Tout à l'heure, dans le débat sur les troubles du spectre autistique, je tiens à rappeler, peut-être que ça n'avait pas été précisé, mais il ne s'agit pas d'une maladie en tant que telle, hein, c'est un trouble du neurodéveloppement. Concernant cet amendement, vous le savez, nous sommes un certain nombre à considérer qu'il ne faudrait pas, dans un certain nombre de situations, prendre en compte les directives anticipées, mais faire en sorte qu'aux différentes étapes, on puisse s'assurer du libre consentement et d'un consentement éclairé du patient. Donc cet amendement vient évidemment en totale contradiction avec cette vision et ça me semblait important de le rappeler. Je vous remercie. Pour terminer, Monsieur Hernandez. Fernandez, Madame la Présidente. C'est pas grave. Merci à vous. Non, moi je voulais simplement venir en soutien, en appui à cet amendement. Je crois qu'il s'agit d'un amendement équilibré. Ça a été dit, c'est un repli en réalité, puisqu'il y a quand même des conditions très sécurisées, très sécurisantes qui permettent de garantir que l'expression par directive anticipée ici se fait dans un cadre très restreint. Il y a 3 conditions, je les redonne. La personne devra avoir perdu
conscience de manière irréversible du fait d'une maladie grave et incurable, et surtout, elle devra avoir indiqué les conditions dans lesquelles elle souhaiterait recourir à l'aide à mourir postérieurement au diagnostic de cette affection grave et incurable. Et enfin, elle devra avoir rédigé ou réitéré ces directives anticipées moins d'1 an avant la perte de conscience. Donc il y a même une sécurisation pour ce qui est du délai de réitération. Donc j'invite vraiment chacune et chacun ici à se poser la question du vote de cet amendement qui me paraît encore une fois très équilibré et qui permet de se rapprocher d'un scénario où, dans un cas encore une fois très précis, très encadré, eh bien la volonté de la personne, même si elle n'est plus en capacité de l'exprimer le moment venu, eh bien puisse être portée par la personne de confiance dans un cadre encore une fois très sécurisé. Donc je vous invite à voter cet amendement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Il s'agit d'un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 186, exprimé 171, majorité 86 pour, 59 contre 112. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement suivant, le 1615, d'un amendement de Madame Gruet. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, chers collègues. Il s'agit là d'un amendement de repli de mon collègue Thibault Bazin. En effet, la souffrance insupportable, cette définition paraît floue et le ressenti peut être subjectif. Son amendement propose donc que le caractère insupportable soit précisé par décret au Conseil d'État après avis de l'AHAS et du CCNE dans le but de donner un caractère plus objectif aux critères. Merci beaucoup Madame la députée. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Merci Madame la Présidente. Madame Gruet, effectivement, la notion de souffrance est tout à fait subjective. Nous l'avons dit tous à plusieurs reprises. Pour autant, la HAS nous dit que la personne malade est seule légitime pour dire ce qui relève pour elle de l'insupportable. Par ailleurs, dans l'avis de la HAS, il y a également ces mots « éviter toute logique de procéduralisation qui enferme les individus dans une approche normative ». Et je crains que ce soit exactement ce que fait l'amendement de notre collègue Bazin. C'est la raison pour laquelle je donnerai un avis défavorable. Merci beaucoup. Même avis du gouvernement. Je vais... Alors, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, je suis et nous sommes pour la plupart au sein du groupe socialiste heurtés, pour ne pas dire choqués, de cette remise en considération, en cause de ce que peut ressentir la personne. Alors j'entends, effectivement, s'il n'y avait qu'un seul critère, celui de considérer que sa souffrance est insupportable. Effectivement, j'entends votre inquiétude. Or, et on l'a dit à maintes et maintes reprises, puisque au cœur de cet article 4, il y a les 5 conditions cumulatives qui cadrent bien et qui, me semble-t-il, est rassurante et fait de cette loi une loi qui n'est pas permissive. Je crois qu'on ne peut pas demander en plus à une femme ou un homme qui est en fin de vie, qui considère ses souffrances comme étant insupportables parce que réfractaires, parce que il n'y a pas de médicament qui permet, de soins qui participent à adoucir et à calmer ces douleurs qui sont par définition réfractaires. Et là, vous demandez un décret qui viendrait confirmer à la personne que ces douleurs sont bien insupportables. Je crois que cet amendement n'a aucun sens et évidemment, nous le refusons. Merci beaucoup, Madame Godard. Madame Mansouri. Merci Madame la Présidente. Bien sûr que ce critère est important. On ne peut pas dire, on vous propose un texte sur l'euthanasie et le suicide assisté qui est équilibré, avec des critères qui sont cumulatifs, et en même temps dire que la souffrance peut varier, puisque oui, effectivement, elle varie à la fois dans le temps, puisque les souffrances peuvent être abrégées par des traitements, mais elle varie aussi en fonction des personnes. Et je crois que c'est un critère important à prendre en compte sur la fin de vie, parce que l'acte qui va être proposé, c'est quand même la mort. On ne peut pas se permettre de se tromper sur une souffrance qui peut ensuite être atténuée à un autre moment. Je vous remercie, Madame Dubré-Chirat.
Merci Madame la Présidente. Alors je voudrais revenir sur la notion de douleur insupportable et ressentie. Alors la douleur, ça s'évalue. Ça s'évalue sur des échelles depuis des années, et aussi bien la douleur physique que psychologique. Et en fait, cette douleur, elle est tout à fait personnelle et individuelle puisqu'elle est mémorisée. Donc quand on a eu des douleurs précédemment, eh ben, on a un seuil de douleur qui monte. Donc en fait, il faut considérer que ce que dit le patient et ce qu'il évalue, c'est un niveau de douleur qu'il ressent et qui est adapté. L'autre chose, je voudrais dire quand même que ça fait à peu près 40 ans qu'on parle du traitement de la douleur en France et qu'on n'est toujours pas à niveau, et il ne s'agit pas que des consultations antidouleurs. Tout professionnel de santé devrait être en capacité de traiter la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, en tous les cas, mais il y a des moments où on arrive au bout du bout des possibilités de traitement. Et il faut l'accepter que ce soit des douleurs réfractaires et qui résiste à tout traitement. Donc ce n'est pas une histoire de ressenti ou de subjectif, c'est très estimable et évaluable. Je vous remercie, Madame Gruet. Merci Madame la Présidente. L'objectif de cet amendement, c'est justement que collectivement, on soit capable de monter en compétence et en expertise sur cette douleur. C'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis des années, parce qu'il y a des décennies, on prenait finalement peu en considération la douleur dans nos prises en charge et dans la place du patient. Et le but de solliciter l'avis en fait d'autorités expertes sur la souffrance et sous la douleur, telles que la HAS ou le Comité national d'éthique, c'est justement de monter en compétence. Madame Godard, non pas pour venir à une réponse à une sollicitation individuelle, mais venir monter en expertise et en compétence pour nos médecins, pour que tous nos médecins soient capables d'accompagner au mieux cette douleur et cette souffrance. Et je crois que plus on arrivera à préciser et à monter en expertise pour nos professionnels de santé, plus on arrivera à répondre en amont de la demande d'aide active à mourir à cette souffrance. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix, j'ai pris 2 pour 2 contre, cet amendement donc, qui a fait l'objet d'un double avis défavorable. C'est un vote à scrutin à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement suivant, Monsieur Hetzel, pour l'amendement numéro 29. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Pour la défense de cet amendement, 2 arguments. Nous l'avons dit, pour un certain nombre d'éléments, nous souhaitons qu'ils figurent dans les critères d'éligibilité, donc c'est-à-dire dès l'article 4, et non pas simplement, comme on nous le dit souvent, en disant eh bien il y a des éléments qui figurent à l'article 6. Nous tenons à ce que ce soit dans les critères d'éligibilité. Et puis ensuite, pour cet amendement, ce que nous proposons, c'est d'ajouter donc en quelque sorte un 6e critère, ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d'altérer le jugement. Et donc là aussi, pourquoi cette rédaction? Eh bien notamment quand vous prenez l'alinéa 3 de l'article 6, eh bien on considère que ne devrait être prise en compte que les situations où le discernement serait gravement altéré. Or, nous considérons que dès qu'il y a une forme d'altération du jugement, eh bien, il faut une prudence spécifique, raison pour laquelle nous proposons cet amendement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Merci Madame la Présidente. Monsieur Hetzel, vous avez déjà anticipé toutes les réponses que je pourrais vous faire, évidemment. On va reparler de l'article 4 et de l'alinéa 9, où il est quand même clairement dit que ces conditions ne permettent pas à des personnes dont le discernement serait gravement altéré d'avoir accès à l'aide à mourir. Et votre deuxième développement par rapport à l'alinéa 3 de l'article 6, qui exclut explicitement les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. Donc, vous le saviez, vous avez anticipé ma réponse, ce sera défavorable. Merci beaucoup. Quel est l'avis du gouvernement? L'avis du gouvernement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, est qu'évidemment le gouvernement ne peut être qu'extrêmement vigilant sur la capacité du discernement. Et c'est la raison pour laquelle, et j'ai déjà eu l'occasion, mais je le redis bien évidemment, le gouvernement propose un amendement à l'article 6 pour, et vous le savez puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, et que l'objectif c'est précisément de permettre au médecin, qui est celui qui conduira l'expertise, de solliciter l'avis soit d'un psychiatre, soit d'un neurologue, dès lors qu'il a un doute sur le discernement
discernement du patient, parce qu'effectivement, c'est un élément tout à fait important. Donc on le voit dans cet article 4, l'alinéa 9, c'est la notion du discernement, et à l'article 6, nous proposerons un amendement. Vous allez me dire, monsieur Hetzel, qu'il n'est pas voté, et pour cause, puisque nous ne sommes qu'à l'article 4. Et en attendant, je suis défavorable à votre amendement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il y a des demandes de prise de parole. Monsieur Juvin. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'entends votre proposition et nous l'étudierons avec grand intérêt. Toutefois, j'avoue que nous ne comprenons pas bien, puisque manifestement nous partageons tous le souci de protéger un certain nombre de populations vulnérables. Pourquoi vous n'acceptez pas cette phrase de bon sens de M. Hetzel, ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d'altérer son jugement? Alors vous dites, oui, mais à l'article 6, alinéa 3, il est précisé, la personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie. Par une maladie? Par une maladie, c'est ce qui est indiqué. D'ailleurs, l'amendement tout à l'heure sur l'autisme n'est pas une maladie. Donc, article 6, alinéa 3, ne couvrait pas, ne donne pas les garanties que je demandais sur l'autisme et ne les donne pas non plus sur l'état de faiblesse qui n'est pas toujours une maladie et la vulnérabilité psychologique n'est pas toujours une maladie. Donc je trouve que le filet de sécurité est très lâche et que nous prenons un risque avec des critères qui sont très légers en l'occurrence. Je vous remercie. Monsieur Lozana. Oui, Madame la Présidente. Madame la Ministre a un peu dit ce que je voulais dire. Nous avons dans ce texte à la fois des critères clairs, mais aussi une procédure. Et dans la procédure, nous l'avons répété, nous le répéterons, il y a en effet une prise en compte de l'état psychologique de la personne qui peut, et le médecin, pardon, peut l'envoyer consulter un psychiatre, une psychologue ou autre. Moi, je ne conçois pas qu'un médecin ne prenne pas en compte la dépression passagère ou résultant de la pathologie et de l'annonce de cette pathologie, par exemple cancéreuse. Enfin, Monsieur Juvin, vous êtes médecin, vous le savez aussi bien que moi. C'est la première des choses qui vient à l'esprit. Et donc, il va en tenir compte. Je vous rappellerai qu'il y a la collégialité aussi. Donc, au moindre doute, vous ne pensez pas qu'un médecin se mette dans ce processus-là de manière légère. Et je voulais préciser juste sur la douleur. Les échelles de la douleur dont parlait Madame Dubré-Chirat, ce sont des échelles de douleur qui sont personnelles au patient. On demande au patient d'évaluer sa douleur. Il n'est jamais question que ce soit quelqu'un extérieur qui évalue sa douleur. L'échelle, on donne une échelle au patient qui lui-même évalue sa douleur et est capable de voir si c'est plus, c'est moins ou autre. Jamais une personne extérieure. Je vous remercie, Monsieur Trébuchet. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je viendrai en soutien de l'amendement de Monsieur Hetzel et des propos de Monsieur Juvin. Je voudrais avoir une réponse de Monsieur le rapporteur général sur ce point. Vous avez évoqué hier, quand on cherchait à exclure certaines altérations fortes du discernement qui peuvent concerner certaines populations, les déficients intellectuels, les personnes atteintes d'autisme, les exclure de la possibilité de recourir à l'aide à mourir. Et vous aviez mentionné le mot, sans nous accuser de le faire, mais de stigmatisation. Et là a été évoqué le fait que l'on voulait limiter l'autonomie de ces personnes. Est-ce que désigner une population comme étant particulièrement vulnérable et vouloir la protéger, c'est la stigmatiser? Je prends un exemple qui est celui d'un des critères cumulatifs. Nous avons collectivement décidé d'exclure les mineurs de la possibilité de recourir à cette loi-là. Pourquoi donc, pour certaines autres populations qui présentent des caractéristiques similaires, comme l'altération possible du discernement, nous ne pourrions pas protéger davantage ces populations? Je viens en renfort de ce qu'a dit Monsieur Juvin. Et merci à tous. Il faut dire qu'il dit ça de manière si brillante pour ne que lui prêter ce titre. Bon, vous serez clément dans votre réponse, Monsieur le rapporteur général. Je vous remercie. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Il fait l'objet d'un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Votants 200, exprimés 195, majorité 98, pour 91, contre 104. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement suivant, le 1716, Monsieur Lenoir. Entendu par Monseigneur Trébuchet. Madame la Présidente, chers collègues, dans la suite de nos échanges, nous souhaitons, avec une vigilance particulière, renforcer les critères qui permettent le contrôle du discernement. Et dans ce cadre-là, le rôle des centres médico-psychologiques nous paraît particulièrement important. C'est pour ça que cet amendement vise, dès les alinéas 6 potentiels de cet article, à permettre que les patients qui souhaitent recourir à l'aide à mourir soient vus au sein d'un centre médico-psychologique qui puisse fournir un avis éclairé, éventuellement sur une pathologie psychiatrique qui n'aurait pas été détectée. Ça nous paraît être un critère important de prudence et nous vous demandons d'y être favorable. Je vous remercie. Je vous indique que je suis saisie d'une demande de scrutin public pour l'amendement suivant le 2633 que je suis annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, donc vous souhaitez renvoyer les patients vers un centre de prise en charge en centre médico-psychologique. Je vous rappellerai juste que depuis 2005 et la loi Kouchner, chacun est libre de refuser un traitement et que par ailleurs, à l'article 5, un médecin pourra, s'il le souhaite, proposer à la personne de l'orienter vers un psychologue ou un psychiatre. Avis défavorable. Je vous remercie. Donc double avis défavorable, commission, au gouvernement. Alors, Madame de Gorsouche. Merci Madame la Présidente. Écoutez, cet amendement est important parce que je vais vous donner un exemple. Après le confinement, par exemple, nous avons eu des personnes qui sont parties en dépression puisque ils ont été dû à la crise sanitaire du Covid-19. Il y a eu des restrictions de visite et des proches des patients en soins palliatifs. Et puis aussi après, du point de vue psychologique, ça a été très compliqué. Donc vous avez beaucoup de personnes qui sont parties en dépression après cela. Donc du coup, on peut ici retracer le même cheminement. On ne peut pas dire à une personne qui est en dépression qu'elle veut mourir. Là, ce n'est pas possible. Après, Madame la Ministre, vous avez dit tout à l'heure, nous le verrons à l'article 9. Mais si les amendements ne sont pas votés qui vont dans ce sens pour protéger ces personnes-là, qu'elles soient au point de vue psychologique ou si elles sont dépressives, comment fait-on pour tout sécuriser? Merci. Je vous remercie. Madame Lernoux. Oui, Madame la Présidente, je trouve qu'on est quand même sur des amendements qui ne visent pas à protéger la population d'un abus, mais qui sont là pour prohiber le fait que la loi puisse être mise en œuvre. Quand on voit cet amendement et la rédaction qui dit que même une personne saine, mentalement, qui n'a jamais eu d'antécédent, devrait passer par une CMP pour éventuellement détecter s'il n'y a pas quelque chose. Et donc on voit bien que là, on n'est plus sur un caractère raisonnable dans le débat. Le texte est très clair sur les conditions d'accès. Il faut être apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée. Tout est dit dans cette phrase. Il ne sert à rien d'essayer de trouver des excuses afin de faire en sorte que plus personne ne bénéficie de cette aide active à mourir. Je vous remercie. Monsieur Zissenstuhl. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues qui êtes favorables à ce texte, il ne faut pas reprocher aux députés qui sont opposés à ce texte d'essayer de tout faire pour contrer, empêcher, mettre des bâtons dans les roues de ce texte. Enfin, je pense que là, honnêtement, tout le monde joue carte sur table depuis une semaine, quasiment 10 jours. Nous sommes un certain nombre de collègues à avoir été présents dans cet hémicycle de façon quasi complète depuis lundi, pas hier, lundi d'avant. Nous disons, nous sommes opposés à ce texte et donc il est légitime que par voie d'amendement, nous soyons un certain nombre à chercher à atténuer ce texte ou à le rendre inopérant.
sur le fond également, et c'est le jeu parlementaire d'ailleurs sur toutes les réformes, voilà, je vous renvoie au débat sur les retraites, à d'autres, c'est comme ça que fonctionne le parlementarisme, la délibération parlementaire. Sur le fond, contrairement à ce que vous dites, il y a beaucoup de flou dans ce texte. Et nous continuerons à le dire jusqu'à la dernière minute de ce débat. Et contrairement à ce que vous dites, les critères de ce texte ne sont pas stricts. Ce texte n'est pas le plus restrictif d'Europe. Il laisse une marge de subjectivité et une marge d'interprétation qui est importante. Et si cette loi devait entrer en vigueur, ce qu'il se passera, c'est ce qu'il s'est passé dans tous les autres pays d'Europe, que ce soit les Pays-Bas que vous connaissez bien, que ce soit la Belgique, certains États des États-Unis, le Canada. Il y aura des abus, il y aura des dérives et il y aura une explosion du nombre de demandes d'euthanasie et de suicide assisté. Permettez-nous de nous battre jusqu'à la dernière minute de l'examen de ce texte. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Vigier. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. J'entends ce que disait notre collègue à l'instant, de faire du barrage systématique jusqu'à la dernière seconde parce qu'on est opposé. C'est le débat parlementaire, je l'accepte, mais quelque part, on n'est pas dans un débat comme un autre. Et moi, je voudrais simplement rappeler trois choses. La première, ça a été dit tout à l'heure, la loi Kouchner, c'est pas n'importe quelle loi, ou alors il fallait expliquer qu'il fallait la supprimer. Est-ce que oui ou non, c'est une avancée pour les malades? Est-ce que oui ou non, c'est une avancée pour les malades, le droit de refuser d'avoir un examen? C'est la moindre des choses. La deuxième, pardonnez-moi, mais pour toutes les personnes, leur infliger, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, chers collègues, dans les centres médico-psychologiques. Moi, je suis allé à plusieurs reprises dans le cadre de mon activité professionnelle. Je vous invite à faire l'exercice et vous verrez ce que ça représente. Et la troisième chose, là encore, où ça n'est pas bien, c'est de jeter la défiance sur le corps médical. Donc il y aura une décision collégiale qui permettra de savoir si ces patients sont éligibles ou pas. Moi, je me méfie toujours du fait qu'on soit toujours en train de défier celles et ceux qui ont bien voulu dans leur métier prendre en charge tous les types de pathologies, tous les accompagnements possibles. Ils nous regardent, ils nous écoutent. Attention à la défiance, la santé est en danger, protégeons-la. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Simplement, moi je voudrais d'abord répondre à Madame de Guerfuge qui m'interpellait. Je parlais de l'alinéa 9 de l'article 4 qui est précisément ce qui nous occupe. Mais je peux comprendre qu'au 7e jour, on puisse au bout d'un moment être un peu fatigué. Mais je voulais juste le dire, Madame de Guerfuge, pour la précision de nos débats. Et après, vous avez raison, j'ai fait allusion à un amendement qui viendra à l'article 6, qui est l'amendement que vous connaissez parce que ça fait maintenant un moment que j'en parle, qui est le fameux amendement qui permettra que le médecin qui examine le patient puisse solliciter l'avis d'un neurologue ou d'un psychiatre. J'ai d'ailleurs précisé, au moment où nous nous parlons, cet amendement n'est effectivement pas encore ni discuté ni voté, puisqu'il est à l'article 6. Et après, moi je pense qu'une fois encore, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais je veux le redire là, nous le savons, cet article 4, c'est un ensemble de critères. Ces critères s'articulent entre eux et évidemment, chacun de ces critères sera adapté par définition à l'examen de la personne concernée. Nous sommes dans de l'humain et chaque cas est évidemment spécifique et je pense que c'est cela qu'il faut que les uns et les autres aient à l'esprit au moment de discuter ces critères. Merci beaucoup Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement. Il s'agit d'un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 211, exprimé 206, majorité 104, pour 84, contre 122. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement suivant, le 2633, qui le présente? Madame Ricoeur-Guinet. Présidente, je le présente donc. Il s'agit un petit peu dans le prolongement de tout ce qui a été dit, de compléter l'alinéa suivant par la motion « Aucune demande d'aide à mourir ne peut être acceptée si le patient présente des signes de dépression sévère non traités ». Il s'agit encore une fois de privilégier le discernement de la personne concernée. Merci Madame Barège. Désolée, j'ai confondu. Quel est l'avis de la Commission? Défavorable. Également pour le gouvernement, Monsieur Gauliot.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais, à travers cet amendement, avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent de maladies incurables et de maladies graves. Je voudrais rappeler qu'il y a 20 départements dans notre pays qui sont dépourvus de centres de soins palliatifs et ces personnes malades, ces patients, sont finalement condamnés à souffrir parce qu'il y a un système de santé en France qui est particulièrement défaillant. Pour un pays comme le nôtre, la France, qui prétend avoir le meilleur système de santé au monde, eh bien, nous condamnons nos patients qui souffrent finalement à la souffrance, alors que justement, ces centres de soins palliatifs doivent permettre que ces gens puissent vivre sans la souffrance et sans la douleur. Nous sommes dans un pays où nous condamnons finalement les patients à souffrir de ces maladies incurables et extrêmement graves. Ces personnes veulent vivre, Madame la Présidente, et non mourir. Oui. Et nous voulons bien sûr des soins, pas d'euthanasie ni de suicide assisté. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Merci de vous en tenir aux amendements qui sont présentés. Je vais mettre celui-ci aux voix. Il vient de recevoir un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Il s'agit d'un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 212, exprimé 209, majorité 105 pour 87, contre 122, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vous indique que sur l'amendement qui va être présenté, le numéro 28, il y a une demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à Monsieur Hetzel. Merci beaucoup Madame la Présidente. Alors je m'adresse tout de suite à Madame la Ministre puisque évidemment je sais que vous nous avez fait part du fait que vous auriez un amendement gouvernemental à l'article 6 qui traite la question, mais je me permets d'insister sur le fait que nous souhaiterions que cette disposition figure parmi les critères dès l'article 4 et j'en donne lecture. Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, évidemment, l'article 18 de la présente loi n'est pas applicable. C'est bien cette idée d'être absolument certain que l'on dispose d'une expertise suffisante et le mieux placé en pareille situation, évidemment, c'est le psychiatre auquel il serait fait appel par l'intermédiaire du médecin qui instruit évidemment la demande. Je vous remercie. Hier, on m'a reproché de faire de l'obstruction. S'il vous plaît. Tel n'est pas le cas. Encore une fois, l'intégralité de mes amendements qui ont été déposés sont des amendements qui sont argumentés, tels que les 6 suivants. Et je veux bien évidemment exprimer mon opposition à ce texte. Et donc, évidemment, je l'amende. Et en fait, je ne suis pas seul à l'amender. Et si vous regardez tous les amendements qui ont été déposés, une très grande majorité, c'est des amendements qui sont là pour cadrer le texte. Parce que nous ne sommes pas là pour faire de l'émotion, nous sommes là pour faire du droit. Et manifestement, nous sommes nombreux à considérer que ce texte est mal cadré et que donc il est trop sujet à interprétation. Et l'intégralité des amendements qui ont été déposés l'était pour cadrer ce texte. Voilà. Donc oui, effectivement, monsieur le rapporteur, je suis contre ce texte. C'est ma conviction, ce sont mes convictions les plus profondes. Et non, il n'y a pas d'obstruction. Pour la bonne tenue des débats, j'ai retiré un certain nombre d'amendements, mais je ne vous permets pas de dire que ce qui est en place, c'est de l'obstruction. C'est simplement la manifestation d'une inquiétude quant à la permissivité de ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vernet. Merci pour ces explications. Merci d'avoir effectué un retrait massif de vos amendements. Merci d'avoir défendu cela. Et Madame la rapporteure, quel est votre avis sur les 6 amendements de Monsieur Vernet, donc 882 et suivants? Défavorable. Madame la Ministre? Défavorable. Je les mets aux voix successivement. Donc le 882, double avis défavorable, commission gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Donc le 888, même avis, même vote. Le 911, même avis, même vote. 925, même avis, même vote. 967, même avis, même vote. Et le 1016, même avis, même vote.
Le 1717, Monsieur Lenoir, Monsieur Michelet, Monsieur Trébuchet, défendu. Défavorable, Madame la Ministre. Défavorable également. Je mets aux voix cet amendement. Double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Les rejetés. Je vous indique que sur l'amendement 1940 et sur l'amendement 2335 et sur l'ensemble de l'article 4, je suis saisie de demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour l'amendement 1940, défendu. Quel est l'avis de la commission? Défavorable, Madame la Ministre. Défavorable également. Je le mets aux voix. C'est un scrutin public. Double avis défavorable. Je demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 226, exprimé 214, majorité 108 pour 76 contre 138, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement suivant, le 2335, Monsieur Delépinot. Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement est en quelque sorte un amendement qu'on pourrait qualifier d'appel, puisque le texte que nous examinons nous amène à rentrer dans des considérations vitales et létales. Donc on touche quand même le cœur de ce qui constitue notre humanité et on ne peut pas faire les choses à la légère. Et moi, il m'a semblé intéressant de faire un petit peu un parallèle avec ce que l'on fait en matière contractuelle, puisque quelque part la mort va être contractualisée, puisque la notion de consentement, dans le cadre d'un échange avec un médecin, va rentrer en ligne de compte. Et qui dit consentement dit vice du consentement. Et les vices du consentement, ça existe, monsieur le rapporteur général. On peut parfois être amené à souscrire sous la contrainte, la menace, la violence, le dol, l'erreur. Et il me paraît important, dans ces conditions, de rajouter un critère pour pouvoir permettre en fait aux tiers qui gravitent autour de celui qui va demander la mort d'émettre des objections pour dire attention, je suis en mesure, moi, de rapporter un faisceau d'indices pour dire que ce consentement n'est pas libre. Et je crois que c'est faire preuve de responsabilité que d'aller dans cette direction. Je le répète, les vices du consentement sont retenus pour n'importe quel contrat signé. Ça peut être un contrat de téléphonie, d'achat de voiture, d'une machine à laver, d'un voyage en famille. Eh bien là, il s'agit de votre vie, de votre mort, et à tout le moins, devrions-nous être extrêmement attentifs pour permettre de caractériser ces vices s'ils existent, et surtout avant l'acte létal, puisque n'oublions pas que l'euthanasie et le suicide assisté, c'est le principe du type de dentifrice. Une fois que la décision est prise et l'injection faite, on ne reviendra jamais en arrière. Et enfin, dernier élément, et il est intéressant, puisque l'on sait que vous souhaitez que sur l'acte de décès, il soit mis mort naturelle, eh bien, à partir du moment où on aura dégagé les critères d'un vice du consentement, ça permettrait d'annuler la mention sur l'acte de décès et d'engager les enquêtes judiciaires nécessaires pour savoir pourquoi le consentement était vicié. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, nous avons longuement débattu du consentement libre et éclairé, vous me l'accorderez. Et je vais encore vous faire la réponse qui est la suivante. Lors de la procédure, moi je fais confiance au médecin qui va examiner la personne et lors de la procédure, il pourra faire appel, s'il le souhaite, à un psychologue ou à un psychiatre pour s'assurer de cette volonté. Défavorable. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Quel est l'avis de Madame la ministre? Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je pense que depuis vendredi, quand nous cheminons dans ce texte, chacun dans cet hémicycle est parfaitement conscient que nous parlons de vie et de mort. Nous parlons de vie et de mort qui sont générées par une pathologie et par une souffrance. Et ce que nous essayons de faire, c'est de permettre aux patients d'être évidemment en situation d'exprimer le souhait qui est le sien dans un contexte qui est un contexte particulièrement affecté par une maladie. À partir de là, il est dans un dialogue singulier avec les professionnels de santé et notamment le médecin
qui va examiner sa demande. Et c'est vrai qu'effectivement, cette notion de contrat, je comprends le parallélisme que vous cherchez à faire, mais là, vous le savez très bien, en éminent juriste que vous êtes, on est dans un contexte complètement différent qui est celui du lien entre le patient et son malade et des critères qui sont des critères d'examen médical avec évidemment une volonté qui est d'aller rechercher jusqu'au bout la volonté du patient d'exprimer son souhait. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises dans la procédure, le patient est amené à manifester sa volonté et, en dernier ressort, à réitérer le consentement qui est le sien, puisque à la fin de la procédure, il répond à une question. Donc 2 fois, il est appelé à manifester. La 3e fois, il répond et là, il exprime donc le consentement qui est le sien. Et c'est tout le sens de cette procédure qui est qu'à chaque étape, le patient soit en capacité d'exprimer la volonté qui est la sienne, et bien sa volonté et uniquement sa volonté. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Benz. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur général, Madame la Rapporteure, tout d'abord, réitérer un souhait. Le souhait que nos débats restent apaisés. J'ai senti une petite tension lorsqu'il s'agissait tout à l'heure de la question des détenus. Oui, c'est un sujet sensible, mais il ne doit pas remettre en cause ce que collectivement nous avons choisi d'avoir ce débat apaisé dans le respect des convictions de chacun, et même vous, oui, Philippe Juvin, de toutes les convictions. Sur cet article 4, nous avons souhaité, à défaut de le supprimer, restreindre, encadrer, contraindre, parfois effectivement, nous l'avons assumé pour certains, complexifier. À défaut d'avoir réussi à supprimer l'article 1, l'article 2 ou l'article 3 sur la définition de l'aide à mourir, nous avons essayé de poser des cadres de restriction. En fait, dans ce texte, il y a 2 anti-garde-fous. L'un est présent dans l'article 4, c'est la phase avancée, qui est floue et qui est permissive. Le deuxième, l'article 17, ce sera beaucoup plus tard, la question du délit d'entrave. Vous le savez, chers collègues, au sein du groupe Rassemblement national, il y a des sensibilités différentes, des nuances par rapport à ce texte. Mais nous avons un point commun. La priorité et la défense et le soutien prioritaire aux soins palliatifs, aux soins du corps et de la vie pour les Français et pour tous les Français. Pourquoi? Parce que nous défendons tous au sein de notre groupe la justice médicale et sociale pour les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Monnet. Merci Madame la Présidente. Je pense que vous interprétez le texte pas correctement. Vous parlez de consentement, il ne s'agit pas de consentement dans ce texte. Le consentement, c'est donner son accord à une action. Là, en l'occurrence, le patient ne donne pas son consentement, il exprime une volonté, ce qui est totalement différent. C'est pas la personne, c'est pas le médecin qui fait la proposition de l'aide à mourir, c'est le patient qui exprime sa volonté libre et éclairée. Donc je ne comprends pas pourquoi vous parlez de consentement. Il ne s'agit en aucun cas de consentement. Votant 274, exprimé 267, majorité 134, pour 164, contre 103, l'Assemblée nationale a adopté. Après 15 heures de débat très vif et plusieurs passes d'armes, les députés ont donc adopté cet article 4 clé qui fixe les différentes conditions strictes pour accéder à l'aide à mourir en France. Une étape importante dans l'avancement des débats. On va bien évidemment continuer sur LCP à suivre les temps forts de cette proposition de loi. On fera des points de séance réguliers ici même au cœur de l'Assemblée nationale. À très vite sur notre antenne. Ciao, ciao.